Le match dans le match reçoit un ancien joueur de football reconverti en tant qu'entraîneur, coach des U17 de l'AS Monaco depuis 2012. Manuel Dos Santos est notre invité. Bonsoir, Bonsoir. Manuel. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Manuel, on va reprendre votre carrière depuis le tout début. Le football, ça a commencé comment pour vous? Pour moi, ça a commencé à l'AS Monaco en 1980. J'ai pris ma première licence sur le terrain des Moneghetti. Et puis, il n'y a eu que ce club pour moi jusqu'au professionnel. Donc, voilà, l'homme d'un seul club. C'est un lien fort du coup depuis le début avec l'AS Monaco. Et vous l'intégrez comment ce club? Par hasard? Non, parce que mes parents ont immigré du Cap-Vert en France et c'est à Monaco qu'ils se sont installés pour travailler. Donc j'ai habité sur Monaco et c'est là où j'ai commencé à jouer au football. Et vous avez toujours joué en tant que latéral? Non, c'est venu un petit peu plus tard, vers mes 14-15 ans, où je manquais un peu de vitesse pour jouer devant, selon mes formateurs, et donc j'ai reculé d'un cran. Puis ça a été une bonne chose, je pense. Oui, je pense. Ouais. Au début, vous étiez ailier, donc, plus jeune? Oui, c'est ça. Ailier, attaquant aussi, parce qu'on joue un peu partout devant quand on est jeune. Tant qu'on est performant, ça va. Et puis après, en montant de niveau, il a fallu affiner un petit peu les postes. Et par rapport à mes caractéristiques, c'était là où je pensais que j'allais pouvoir m'exprimer le mieux. Et je les en remercie d'ailleurs. Plus jeune, c'était qui vos idoles? Plus jeune, mes idoles, j'allais souvent voir le match à Monaco. Et c'était Glenn Hoddle que j'adorais comme numéro 10 déjà à l'époque. Voilà. Et vous aviez des modèles en tant que latéral? Non, ça arrivait un petit peu plus tard. Après, il y a eu Manu Amoros qui m'a un peu inspiré aussi, en équipe de France et à Monaco. Et puis sinon, après, c'était Roberto Carlos. Oui, je crois qu'il y en a qui vous surnommaient le petit Roberto Carlos, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est arrivé à Montpellier quand je suis parti jouer là-bas après l'AS Monaco, où j'ai hérité de ce surnom. Mais j'étais très content d'avoir ce surnom-là. Qui est-ce qui a commencé à vous surnommer comme ça? C'était les supporters de la Paillade. Et donc après un match dans un salon, il est venu me voir et puis il m'a dit que c'était le surnom qu'il m'avait donné dans les tribunes. Donc voilà, c'est parti de là. Il y a pire comme surnom. Ouais, il y a pire, c'est sûr. C'est sûr, surtout que j'ai apprécié le joueur, donc c'est une bonne chose. Et à quel moment vous avez senti que vous aviez les capacités, en tout cas, pour devenir joueur de foot professionnel? En fait, j'ai eu un parcours assez atypique. J'ai eu la chance de jouer à Monaco et d'avoir comme entraîneur l'entraîneur qui était Monsieur Pietri, qui entraînait aussi au centre de formation de Monaco. Donc il me voyait en tant qu'amateur le soir. Et il m'a pris avec lui en cadets nationaux à l'époque pour jouer, parce qu'il manquait des joueurs et qu'il pensait que j'avais le niveau. Et en fait, c'est parti un petit peu de là. Mais c'est que plus tard que j'ai intégré le centre, puisque j'étais toujours chez mes parents. Et j'ai commencé à jouer un petit peu en 3e division à l'époque. Ça a fait l'affaire. Et puis, c'est là qu'on se dit qu'il y a quelque chose à faire. Même si depuis tout petit, j'ai toujours eu un ballon, je me suis jamais dit, je vais être footballeur professionnel. C'était un rêve dans un coin de votre tête? Oui, c'était un rêve peut-être dans un coin de ma tête, inconscient, on va dire, et puis qui s'est réalisé. Vous êtes lancé dans le grand bain chez les professionnels le 25 juillet 1995 à Nice. Derby. Commencer par un derby. Ouais, compliqué l'ambiance? Ouais, l'ambiance c'est compliqué, mais quand on est jeune, qu'on veut jouer en professionnel, tout ce qui se passe autour, on n'y fait pas attention au départ. Ce qu'on veut, c'est vraiment être sur le terrain. Donc c'est un petit clin d'œil que ça soit dans un derby, mais j'étais plus focalisé sur le fait de rentrer sur le terrain que sur ce qui se passait autour, on va dire. Quel souvenir vous gardez de ce match, ces premières minutes professionnelles? C'est une surprise, parce que j'étais sur le banc, déjà c'est une bonne chose. Puis le coach, qui était Jean Tigana à l'époque, a envoyé, je crois, tous les autres remplaçants s'échauffer, mais moi je ne m'échauffais pas. Et il y a eu un joueur qui est rentré, et puis un deuxième, et puis il y a un joueur qui se blesse, et vu que je ne m'échauffais pas, je ne pensais pas rentrer. Puis il se tourne comme ça, il me regarde, il fait c'est toi qui rentres. Donc pas eu le temps de gamberger, au moins c'était une bonne chose. Je suis rentré assez rapidement, mais assez bien dans ce match-là. Il y a du stress quand même, un peu le cœur qui bat plus fort? Ouais, c'est l'adrénaline, tout qui se bouscule un peu dans la tête, mais on n'a pas trop le temps de réfléchir, surtout que, si je me souviens bien, on menait au score et il restait peu de temps, donc il fallait bien rentrer dans ce match-là. Ouais, vous l'emportez 2-1 oui, avec ça. Vos coéquipiers à l'époque. Après Monaco, vous êtes transféré à Montpellier, vous en avez brièvement parlé.
Quel souvenir vous gardez de ce passage à Montpellier? Ben, bon passage parce que je suis arrivé dans un club très familial avec le président malheureusement décédé, Louis Nicolin, qui voilà, c'était ben, comme un second père quoi, pour nous les jeunes qui étions dans ce club. Et je pense que c'était vraiment le club idéal parce que même si j'avais débuté avec Monaco, j'avais fait une saison avant de me blesser. Ensuite, j'avais une saison assez blanche, donc je n'avais pas vraiment percé encore au niveau. Oui, c'est à Montpellier que votre carrière. Et c'est vraiment à Montpellier où j'ai commencé à enchaîner les matchs titulaires, à faire la première saison. Je crois que j'ai joué tous les matchs du championnat. Et donc c'est vraiment là que ma carrière a décollé. Et à Montpellier, c'est quoi votre meilleur souvenir? Je pense le premier but que j'ai marqué avec Montpellier, j'en ai pas marqué beaucoup d'ailleurs, mais c'est dans les matchs intertotaux de début de saison qu'on faisait pour se qualifier pour la Coupe d'Europe à l'époque. Et je crois que c'est le premier match à la Mosson, et puis j'avais marqué un but du pied droit en plus, à l'extérieur de la surface, donc bon, c'est assez marquant, assez rare et assez marquant. Après Montpellier, il y a Marseille, je crois que c'est un club qui est spécial pour vous? Ouais, c'est un club qui est spécial. J'ai passé 4 années là-bas, avec au départ une première saison assez compliquée sportivement. Et puis surtout, on connaît Marseille, quand tout va bien, c'est magnifique de jouer dans ce stade, mais quand ça va un peu moins bien, voilà, il faut être assez fort mentalement pour pouvoir résister à la pression populaire, qui est voilà, un public de connaisseurs qui est très exigeant. Donc la première année un peu compliquée, puis après j'ai vécu une dernière saison vraiment très forte, avec un super parcours en Coupe d'Europe et des matchs au Stade Vélodrome avec une ambiance incroyable. C'est vraiment un club à part, Marseille, dans le monde du foot? Ouais, c'est un monde à part. Ouais, qui avait été de l'intérieur, beaucoup le disent, mais... Ouais, c'est un monde à part. Il y a les codes de Marseille, que ce soit dans la ville, que ce soit dans le club. Voilà, l'expliquer, c'est difficile de trouver les mots pour l'expliquer. Il faut vraiment le vivre de l'intérieur pour s'en rendre compte. Vous avez parlé de ce parcours européen. En 2004, il y a donc cette finale de la Coupe de l'UEFA. Racontez-nous un peu ce parcours qui vous emmène jusqu'à Göteborg pour affronter Valence en finale. Ouais, bon, on s'était fait éliminer de la Ligue des Champions en fait, en tombant dans un groupe très relevé avec le Real Madrid notamment. Et puis donc on est reversé en Ligue Europa aujourd'hui. Et on a un premier match contre une équipe ukrainienne, Dnipropetrovsk. Voilà, c'est difficile à prononcer. Un match qu'on joue au Stade Vélodrome un jeudi à 18 h sous la pluie. Bon, il y avait un peu de monde, mais vraiment un match voilà, qui ne reste pas dans les annales, qu'on gagne 1-0 sur un penalty où Didier Drogba le transforme en glissant. Et donc on gagne 1-0 et ça part de là, sur un match vraiment mièvre. Au match retour, on arrive à accrocher le 0-0. Et puis derrière, s'enchaîne une série de matchs incroyables avec des adversaires à chaque fois très huppés, commencer par le prestigieux, Liverpool, l'Inter de Milan, Newcastle, et puis après, malheureusement, la finale contre Valence. Ça reste un beau souvenir, malgré la défaite en finale, cette Coupe de l'UEFA pour vous? Ouais, le parcours était magnifique. Je vous dis, on a joué dans des ambiances vraiment extraordinaires, notamment celle contre Newcastle, la demi-finale retour, où, ouais, je pense, en termes d'ambiance, c'était voilà, le match marquant de ma carrière. Et puis surtout, on a vécu aussi pendant cette période une aventure humaine, quoi. On avait une équipe avec voilà, des liens très forts et ça se ressentait en dehors du terrain aussi. On a passé de très bons moments. Après Marseille, vous allez jouer à Lisbonne au Benfica pendant 2 ans. Qu'est-ce que vous retenez de votre finalement seul passage à l'étranger? Ouais, c'est un objectif de carrière d'aller à l'étranger. Je n'avais pas forcément ciblé le Portugal. Mais bon, voilà, quand Benfica se présente, c'est un club qui, en plus, a une connotation un peu affective parce que d'origine capverdienne, le Portugal, ça a une place voilà, spéciale dans ma vie. Et puis, bon, après, mon père était supporter de l'équipe adverse de Lisbonne, donc bon, lui, il n'a pas trop apprécié, mais c'était bien. Ouais, le Sporting, lui, c'était son club de cœur, mais bon, après... Voilà, ça reste dans le cadre du sport, donc ça allait les déjeuners de famille après quand même. Ouais, ça va. Mais après, c'est assez spécial de voir ça, parce qu'au Portugal, c'est vraiment une culture, quand il naît, l'enfant qui naît a déjà sa carte de socios, donc pour le Benfica, pour le Sporting ou pour le Porto. Donc les repas de famille sont assez mouvementés, mais ça reste vraiment dans le cadre du sport. Donc voilà, c'est assez chaud, mais c'est bien. Bon esprit, on va dire. Quelles sont les plus grosses différences que vous avez vues entre le championnat portugais et le championnat français? Le championnat portugais, bon, comme on est Benfica, on sait qu'on va être amené à rencontrer des équipes qui se positionnent bloc bas. Donc c'est beaucoup de jeux entre les lignes, de jeux fins,
voilà, où on sait qu'on doit asseoir notre supériorité. Je dirais qu'en France, il y a moins ce complexe voilà, de grandes équipes et que n'importe quelle équipe joue son va-tout contre les forts. Donc on a des matchs assez disputés quand même. Votre carrière, elle prendra fin, votre carrière de joueur, en tout cas, en 2008, après une saison compliquée, une fin de saison compliquée avec Strasbourg. Vous avez décidé quand que vous alliez prendre votre retraite en tant que joueur? Déjà, bon, l'aventure à Strasbourg, voilà, c'était arrêté sur une descente en Ligue 2. J'ai pris le temps un peu de réflexion et j'étais pas prêt encore de m'arrêter. Franchement, j'ai essayé de trouver une autre solution à l'étranger, m'aurait bien plu. Mais après, il y avait aussi le côté familial qui était important avec mes enfants qui grandissaient, qui arrivaient au collège. Donc je pense que voilà, c'était le bon moment pour dire bon stop, on va se consacrer un peu aussi à la famille, qui m'ont laissé faire le métier que je voulais jusque-là, avec pas mal de déménagements, de changements d'école et tout. Donc c'était le moment de tourner la page. Aujourd'hui, on l'a dit, vous êtes donc coach des U17 de l'AS Monaco. À quel moment vous avez senti que vous souhaitiez transmettre ce que vous saviez d'entraîner? En tant que joueur, déjà, moi, ça me plaisait assez. Parce que j'avais commencé, quand je suis revenu à l'AS Monaco en 2006, à passer mes diplômes. Voilà. Et puis, une fois qu'on a le temps de se poser, de réfléchir un peu à ce qu'on va faire après sa carrière, bon, les 3-4 premiers mois, le foot ne manque pas parce que ça permet de récupérer, de faire autre chose. Mais après, voilà, ça revient vite, c'est dans le sang. Et donc, c'est tout naturellement que je pensais que, voilà, pourquoi pas retransmettre un petit peu tout ce qu'on m'a appris aussi quand j'étais au centre de formation à l'AS Monaco, retransmettre un peu tout ça aux nouvelles générations. Quand est-ce qu'elles arrivent les premières discussions avec l'ASM pour votre première aventure en tant que coach? Vous êtes entraîneur adjoint de Lilian Martin à l'équipe C pour votre première aventure. Là, on est en 2010. Les discussions, elles arrivent quand? Là, je joue encore, donc je commence aussi à entraîner, à continuer à passer mon cursus d'entraîneur. Et puis, je crois que c'était au mois de mars, oui, au mois de mars, j'ai rencontré le directeur du centre à l'époque, qui était Frédéric Barilaro, voilà, qui m'a dit qu'il aimerait bien que je vienne intégrer la structure aussi pour faire partie de l'équipe éducative du centre. Donc voilà, c'était un honneur et un plaisir de pouvoir intégrer ce centre de formation. Depuis 2012, il y a les U17, avant il y avait eu les U19. Qu'est-ce qui vous plaît dans la formation, d'avoir des joueurs très jeunes? Très jeunes, c'est qu'il y a tout à faire. En fait, ils arrivent et alors c'est vrai qu'il y a tout l'aspect sportif sur le terrain, inculquer les principes de jeu, les valeurs qui sont inhérentes aussi au haut niveau, mais il y a aussi tout ce qui est entraînement invisible en dehors, c'est-à-dire que voilà, sur le terrain, on y passe 2 heures par jour, mais après, il y a tout l'apprentissage de la récupération, de l'hydratation, voilà, comment bien récupérer, toutes ces choses-là, et puis inculquer aussi des valeurs qui sont des valeurs de vie aussi, tout simplement, les bonnes valeurs pour pouvoir s'exprimer après au haut niveau. En matière de formation, on le sait, Monaco, c'est une institution. C'est quoi la potion magique? Difficile de définir la potion magique, pardon, mais c'est vrai que voilà, la formation a toujours été dans l'ADN de l'AS Monaco, que ce soit à mon époque, où Thierry Henry qui est sorti, David Trezeguet, puis après il y en a eu tellement d'autres. Je pense que c'est un savoir-faire qui est voilà, cultivé d'année en année et qui permet justement de sortir ce genre de joueurs. Et puis il y a aussi en amont, je pense, un très bon travail qui est fait de recrutement pour attirer les bons joueurs à l'AS Monaco, même si rien que le nom du club déjà fait la moitié du travail, on va dire. On l'a dit, vous avez été formé à l'AS Monaco. Qu'est-ce qui a changé en 30, 40 ans dans ce centre de formation? Il y a eu beaucoup d'évolutions. Oui, il y a eu beaucoup d'évolutions, surtout au niveau des infrastructures. Voilà, aujourd'hui, le club est doté pour le centre de formation d'un nouveau bâtiment qui est la Diagonale, voilà, qui recense les 60-70 joueurs qui sont en formation dans un même bâtiment, avec un lieu de vie commun. Ça, c'est vraiment l'avancée majeure parce que toutes les générations se côtoient. Il y a une transmission d'expérience qui est extraordinaire. Le fait de pouvoir aussi être sur place pour étudier, pour pouvoir se nourrir et puis après pouvoir se reposer le soir et dormir, ça c'est un gain de temps aussi qui permet aux jeunes d'économiser de l'énergie et se consacrer après à leur formation. En 30 ans, est-ce que les jeunes ont beaucoup changé? Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont très différents du jeune Manuel Dos Santos? Oui, parce que la société évolue, qu'aujourd'hui, c'est pas les valeurs, mais c'est juste, je pense que nous, on était un peu plus à l'écoute, c'est ce que nous ont transmis nos parents, et qu'aujourd'hui, la grosse différence, c'est que les jeunes ont besoin d'expérimenter les choses pour que ça leur parle vraiment, et donc la grosse différence se situe à ce niveau-là, à mon avis.
Est-ce que les jeunes que vous entraînez aujourd'hui vous parlent beaucoup de votre carrière de joueur? Non, ils sont trop jeunes, Non. ils ne se souviennent plus. Ils savent quand même que non, vous avez savent, été... oui, je pense qu'ils savent. En plus, avec les smartphones et tout ça, aujourd'hui, on peut vite aller voir ce qui s'est passé, mais bon, ça commence à remonter. Ils sont plus axés sur les joueurs de maintenant, voilà, qui les inspirent un peu plus que ce qu'on a pu faire, nous, il y a quelques années. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut être footballeur professionnel? Voilà, c'est d'avoir une forte motivation, on va dire, parce que le chemin est long, avec beaucoup d'exigences et beaucoup de sacrifices, et que donc, voilà, ils sont pas forcément, c'est un métier qui est beau, on voit tous les côtés voilà, du métier quand on regarde les matchs des pros, mais avant d'en arriver là, il y a vraiment un long chemin. Je vous dis, voilà, il faut passer différentes étapes, être bien accompagné dans ces étapes, mais surtout être déterminé à aller atteindre son objectif. Et quand vous avez ce type de discours, ils sont à l'écoute, les jeunes? Ouais, comme je le disais, c'est beaucoup d'expérimentation. Donc après, au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur formation, qu'ils sont confrontés à différentes difficultés, bon, ça a plus de résonance. Notre discours a plus de résonance. Ils commencent à prendre conscience des choses et souvent ils reviennent un peu plus tard pour avoir un peu plus d'éclaircissement sur ça. Quels sont vos objectifs cette saison avec ces U17 de l'ASM? L'objectif, c'est toujours le même, c'est d'essayer déjà. Ce qui est difficile, c'est nous, on n'a pas de centre de préformation, donc il y a beaucoup de joueurs qui arrivent d'horizons différents. C'est donc de créer cette unité voilà, collective, où les gens vont de solidarité, de cohésion, puis de commencer à assimiler les principes de jeu qui seront ceux qu'ils auront quand ils seront en équipe première. Donc vraiment, le gros du travail est là. Si la mayonnaise prend bien, après, on est quand même des compétiteurs, et je pense que voilà, la compétition fait partie aussi intégrante de la formation. Il doit y avoir le contenu, de bien jouer, voilà, respecter les principes, mais je pense que la gagne est aussi une culture qu'il faut voilà, instaurer déjà dès le plus jeune âge chez les jeunes joueurs aussi. Qu'est-ce qui fait la différence selon vous entre un bon jeune joueur et un excellent jeune joueur? Un excellent bon joueur a déjà un bagage inné en lui, et c'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui est avide de savoir, de conseils pour continuer à évoluer, à progresser. Et les jeunes que vous entraînez, ils sont avides de travail, ils savent se faire mal. Bon, ça, c'est une valeur qu'il faut arriver à leur faire assimiler. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où bon, tout arrive un peu plus facilement, tout est à portée de main. Donc le goût de l'effort, c'est souvent une valeur qu'il faut voilà, essayer d'instaurer petit à petit dans leur quotidien. Ouais. C'est qui les modèles des jeunes que vous entraînez aujourd'hui? Il y a eu beaucoup Cristiano Ronaldo, beaucoup de Messi. Là, ça commence à bifurquer un peu sur Mbappé. Il y a un peu du Haaland aussi. Donc voilà, bon, surtout des joueurs offensifs. Hein. On s'aperçoit que ça tourne toujours autour des joueurs offensifs. Et vous, en tant qu'ancien latéral, si vous deviez donner un exemple de latéral qu'on connaît aujourd'hui, ce serait qui? Aujourd'hui, moi j'aime bien David Alaba quand il jouait voilà, défenseur latéral au Bayern Munich. Maintenant, il s'est un peu recentré au Real Madrid, mais sinon il y a oui, qui joue au Milan AC, je ne sais plus si c'est Lucas ou Théo. Je crois que c'est Lucas. C'est Théo Hernandez qui joue voilà, au PSG. Théo qui voilà, a des bons profils du latéral moderne. Et dans le foot moderne, on voit de plus en plus de pistons. Est-ce que c'est un rôle que vous auriez aimé, vous? C'est un rôle qui m'allait très bien. J'ai beaucoup joué voilà, dans ce système-là, que ce soit à Montpellier au départ et à Marseille aussi dans les premières années où on jouait avec 3 défenseurs centraux et un rôle de piston. Ça laisse beaucoup plus de liberté, d'opportunités pour attaquer. Après, quand on repasse à 4, souvent les lacunes qui reviennent, c'est que l'aspect défensif, bon, il faut retrouver les automatismes, et c'est souvent voilà, la difficulté qu'il y a entre les deux systèmes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison à venir, 2023-2024? De continuer sur la même lancée que l'on a en ce moment. Il y a une bonne dynamique cette saison avec ce jeune groupe voilà, qui continue à avancer, à travailler dans la bonne humeur et puis avec la détermination et la motivation de progresser. Manuel, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Vous êtes le bienvenu quand vous le voulez. Tout de suite, c'est la météo avec TV Monaco. Salut.